Eh bien, on est exactement à l'heure, c'est parfait, il est 15 heures, donc c'est le moment d'accueillir Philippe Hénarejos, que vous connaissez si vous êtes sur le salon, vous l'avez croisé beaucoup. Si vous étiez à la conférence hier de Charlie Duke, vous l'avez aussi vu. Donc Philippe Hénarejos, c'est le rédacteur en chef de Ciel et Espace. C'est aussi un passionné de l'exploration spatiale, et en particulier de cette histoire qu'il va vous raconter, l'histoire des missions Apollo, qu'il a vécu comme très jeune spectateur, et qui a été un événement marquant, comme pour beaucoup de monde qui ont pu avoir la chance de voir ces pas de l'homme sur la Lune. Donc 12 hommes seulement qui ont marché sur la Lune, je vous le rappelle. Et pour le moment, il va nous raconter les petites histoires, et il y en a plein, il les connaît toutes par cœur, de ces fameuses missions Apollo. On part sur une conférence de 50 minutes environ, et puis on réservera 10 minutes à une séance de questions avec vous. Voilà, merci beaucoup. Merci. Bon, et maintenant, le moment que vous attendez tous est arrivé. Ça, c'est pour ceux qui étaient à la conférence de Charlie Duke hier. On va refaire un remake un petit peu de la mission Apollo 16. C'est une conférence que j'ai déjà donnée il y a quelques années, mais je la modifie au fur et à mesure. L'idée, c'est quand même de vous montrer un maximum d'images et de vous raconter un maximum de petites histoires. Pas toutes, sinon on est là jusqu'à minuit. Ce ne serait pas raisonnable. Donc... voilà, on commence tout simplement au moment où Neil Armstrong pose le pied sur la Lune, c'est le 21 juillet 1969, il était à peu près 4 heures du matin en France, un peu moins. Vous voyez, ces deux images, je vous les montre, elles sont fixes pour l'instant. Celle de gauche montre Neil Armstrong par la caméra de télévision qui était postée au bas du module lunaire, dans un compartiment qui se déployait automatiquement et qui fixait l'échelle par laquelle il descendait, de manière à ce qu'on puisse le voir en direct à la télévision. Et l'image de droite, c'est une image d'une caméra de cinéma, 16 mm à l'époque, qui était postée sur la fenêtre de son coéquipier Buzz Aldrin, qui lui était encore dans le module, et qui filmait, donc ses premiers pas aussi, mais qu'on ne pouvait pas voir en direct, il fallait développer le film une fois les astronautes revenus sur Terre, pour voir ce que cette caméra avait donné. Alors, commençons tout de suite avec la... Il faut savoir que vous allez voir les deux en même temps. On a resynchronisé tout ça. Comme ça, vous vivez sous deux angles différents, comme on pourrait le voir aujourd'hui, la descente de Neil Armstrong. Là, l'image de gauche, elle est à l'envers. C'est comme ça qu'elle est arrivée. Le sol est en haut. Vous voyez, ils ont rectifié aussitôt. Et on voit Neil Armstrong qui descend le long de l'échelle. Sur l'autre image, il est ici. On le voit mieux, c'est pour ça que j'ai synchronisé les deux. Et donc, à l'époque, les gens ne voyaient donc que l'image de gauche. Neil Armstrong est sorti sur ce qu'on appelle le porche, enfin le perron du module lunaire. Il avait une chose à faire, c'était tirer une manette pour libérer la caméra de télévision. L'image de caméra de télévision, comme vous le voyez, elle est moins belle que celle de 16 mm, qui est en couleur, de surcroît. C'est tout simplement parce que, pour des raisons de flux de communication, là, vous voyez Neil Armstrong qui refait un essai. La première chose, quand il est descendu de l'échelle, il était sur le patin d'atterrissage, pas sur le sol de la Lune. Il y a un bon mètre entre le dernier barreau de l'échelle et le patin. Et la première chose qu'il devait faire, c'était prévu, c'est tester s'il était capable de remonter. En cas de problème, il fallait pouvoir partir rapidement. C'était très précautionneux, cette descente sur la Lune. On découvrait tout, on se demandait si les astronautes ne seraient pas déséquilibrés par le poids de leur scaphandre, qui pèse quand même 80 kg sur Terre, alors ça fait quelque chose comme 25-26 kg sur la Lune. Et donc tout ça est méticuleusement préparé par la NASA, et Armstrong le suit à la lettre. Et donc, je vous disais que l'image était mauvaise à gauche parce qu'on avait réduit la résolution pour des raisons de bande passante. Les données du vaisseau étaient plus importantes que la caméra de télévision. Et là, voilà, c'est l'instant exact où il pose le pied sur la Lune. Alors, vous voyez que malgré les deux angles, eh bien, on ne voit pas son pied. Donc, le premier pas d'un homme sur la Lune, personne ne l'a vu à part lui. Et vous verrez plus tard, il y a une photo d'une empreinte de pas sur la Lune. Ça n'est toujours pas la sienne. Cette trace de pas
qu'il a imprimé ce soir-là, cette nuit-là, sur le sol lunaire, a vraisemblablement disparu. D'abord parce que les astronautes ont marché dessus pour repartir. Et ensuite, quand le module lunaire a décollé, il a soufflé la poussière et certainement n'existe plus. Donc lui seul a vu son premier pas sur la Lune. Et malheureusement, il s'en faut de peu hein, pour la vue de droite, mais bien qu'elles soient meilleures, on ne le voit pas. Accélérons parce que sinon on y est là encore longtemps. Une fois qu'il est sur la Lune, Neil Armstrong avait une tâche numéro 1 qui lui était assignée. C'était de ramasser des cailloux, ramasser des échantillons, n'importe lesquels, à proximité du LEM, toujours parce que la NASA craignait qu'il y ait un problème technique et qu'il faille rentrer tout de suite. Ça aurait quand même été un peu dommage de faire tout ce voyage avec toutes ces émotions, notamment lors de la descente, sur laquelle je ne reviens pas et que vous connaissez peut-être, sans avoir non seulement la preuve qu'on est allé sur la Lune, mais aussi des échantillons pour les scientifiques. Donc c'était sa première tâche. Mais Armstrong voit bien que c'est le commandant de la mission. Il a en fait toute autorité pour décider de ce qu'il doit faire en fonction de la situation. Et il voit bien que tout va bien. Lui, il est cool. À Houston, on lui dit déjà, ramasse les échantillons. Il dit, oui, ne vous inquiétez pas. Mais il est cool et il comprend, comme Aldrin lui a passé l'appareil photo, il comprend que ça va être, il va gagner du temps à prendre les photos d'abord et à ramasser les échantillons ensuite. Et là, c'est ce qu'il fait. Vous voyez, il est avec l'appareil photo et il commence ce qu'on appelle un panorama. Voilà la première photo prise d'un homme sur la Lune. Et au passage, vous voyez le petit sac blanc qui est en bas à gauche. C'est le premier objet que les humains ont amené sur la Lune. C'est un sac poubelle. Donc ce ne sont pas des photos tellement artistiques. Il y a 9 photos comme ça que Neil Armstrong fait pour documenter l'endroit où ils se sont posés, pour que les scientifiques, les géologues sachent à quoi ressemble le terrain. Et il fait cette série comme ça. Et à Houston, on s'impatiente vraiment. On lui dit, Neil, quand même, tu penses aux échantillons. On demande à Buzz de lui redemander. Et lui continue. Il dit, oui, ne vous inquiétez pas, je vais le faire. Mais il y avait vraiment du stress à Houston. C'est la première fois. Voilà, Armstrong prenait ces initiatives-là parce que c'était quelqu'un qui savait évaluer la situation et qui savait faire ce qu'il y avait de mieux pour la mission. On va le voir dans un instant. Je vais passer, on ne va pas avoir toute la séquence. Alors Armstrong n'était pas seul, il y avait Buzz Aldrin qui l'a rejoint, je ne me rappelle plus, je connais ça par cœur, mais je ne me rappelle plus, mais c'est 15 minutes après, quelque chose comme ça, peut-être demi-heure après. Vous voyez comment on prend du temps entre les deux. Dans l'émission suivante, ça sera 2 minutes. Charlie Duke, que certains ont peut-être vu hier. Qui était à la conférence Charlie Duke ? Ouais, c'est bien. Donc Charlie Duke, il était impatient. Et quand John Young est sorti, il dit, bon, allez, je sors maintenant. Et il est sorti 2 minutes après, quoi. Donc il a failli sortir en même temps. Donc là, oui, si je ne lance pas là, bon, c'est pas grave, on va passer là-dessus. En fait, il y avait un deuxième astronaute, c'était Buzz Aldrin. Et Buzz Aldrin était chargé d'apprendre à marcher. Parce qu'on est sur un nouveau monde et on fait comme un nouveau-né finalement. On apprend à se déplacer. Est-ce qu'avec le scaphandre, on est capable de se déplacer ? Et donc, Aldrin devait tester les méthodes de déplacement sur la Lune. Armstrong était un peu le photographe. Vous voyez, celui qui bouge là, c'est Aldrin. Armstrong, lui, il est là, à l'ombre du module lunaire. Et Aldrin, c'est lui qui est sorti du champ. Le drapeau américain a été planté. Et vous allez le voir. Il virevolte un peu partout. Alors, il aime bien faire, je dirais pas faire le buzz, parce qu'il s'appelait Buzz, mais c'était un peu ça quand même à l'époque déjà. Il aimait bien se mettre en valeur, et cette tâche de marcher sur la Lune lui convenait comme un gant. Vous allez voir, il va faire des allées et venues. On entend le retour. Il va faire des allées et venues vers la radio, d'abord, vers la télévision, pardon. La radio et la télévision, c'est un peu pareil, mais là, en l'occurrence, c'est la caméra de télévision qu'ils ont postée à une dizaine de mètres du LEM. Voilà, là, il marche, on va dire, normalement, avec un pas après l'autre. Et on voit bien qu'à la faible gravité lunaire, 1/6 de celle de la Terre, il n'a aucun problème pour se déplacer. Voilà, un petit retour. On va faire des zigzags.
pour voir s'il est facile de changer de direction. Hop, pas de problème. Et donc Aldrin, comme ça, a tout un tas de tâches qui lui reviennent. Apprendre à marcher, on va voir, il va faire un peu plus tard des bonds de kangourou. C'est une méthode que certains astronautes préféraient parce qu'il faut savoir que le scaphandre, voilà les bonds de kangourou comme ça, les deux pieds joints. Le scaphandre, il est pressurisé, donc il est gonflé, il est dur, les articulations sont raides. C'est pas si facile que ça de faire des mouvements avec ce scaphandre, d'autant que c'est le premier modèle. Celui qu'avait Charlie Duke, c'était une évolution déjà, il était beaucoup plus souple. On l'a vu hier, il a fait des choses athlétiques sur la Lune. Donc voilà, est-ce qu'on pouvait se déplacer? Aucun problème, on peut travailler sur la Lune sans problème. Aldrin avait d'autres tâches à faire, mais Armstrong avait la plupart du temps l'appareil photo. Et alors, la NASA était un peu pingre sur le coup. Certes, l'appareil photo était de bonne qualité, il faisait de belles photos couleurs, mais il n'y en avait qu'un. Et il n'était pas prévu dans le protocole de faire des photos de touristes. Ceci dit, Armstrong en a fait quelques-unes, vous les voyez. Donc l'astronaute que vous voyez là, c'est Aldrin, partout, tout le temps. Et Aldrin doit apprendre à marcher, il doit documenter ce que c'est que marcher, donc il photographie ses propres pas sur la Lune. Donc cette empreinte de pas, ça n'est pas la première empreinte d'un homme sur la Lune. C'est une empreinte de pas qu'Aldrin a faite exprès pour pouvoir la photographier et montrer ensuite aux ingénieurs et aux scientifiques la consistance du sol lunaire. Et puis il y a cette photo juste à côté que vous voyez, qui est encore Aldrin pris par Armstrong. Et alors Armstrong, me direz-vous, donc on l'a vu à la télé, mais Aldrin a eu à 2 reprises pendant les 2 heures de leur sortie l'appareil photo, mais comme rien n'était prévu, il n'y a pas pensé. Et s'il existe une photo d'Armstrong sur la Lune, c'est celle-ci. Avouez qu'elle n'est pas flatteuse, parce qu'il est à l'ombre et de dos. Et donc certains y ont vu l'expression d'une jalousie d'Aldrin d'avoir été le second et non pas le premier. On ne va pas lui faire ce procès. Je pense qu'ils avaient des tâches à accomplir. Et surtout, la NASA, qui est aujourd'hui très forte en communication, avait tout simplement oublié de dire aux astronautes « faites des photos souvenirs ». Les photos qui ont été prises, à part celle d'Armstrong, de temps en temps, donc encore une fois, il a pris des initiatives. Heureusement, il a eu cet éclair de savoir que sa mission n'était pas simplement technique et scientifique, elle était aussi hautement symbolique. Donc il a fait de très belles photos d'Aldrin sur la Lune. Aldrin lui, n'avait pas cette vision, et donc la seule photo d'Armstrong, c'est celle-ci. Quand je vous disais qu'on ne prenait pas de risques, ça c'est l'illustration. C'est une photo qui a été prise par la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter ces dernières années, peut-être après 2010 en tout cas. Et on voit ce qu'il reste de la mission Apollo 11 sur la Lune. Ici, c'est l'étage de descente du module lunaire. Et tout autour, on voit l'emplacement de la caméra ici. Et ça, c'est des instruments scientifiques qui ont été déployés. Et tout autour, là, on voit le sol qui est labouré. C'est les allées et venues d'Aldrin qu'on vient de voir sur l'écran. Et on voit aussi les allées et venues vers les instruments scientifiques. Mais les astronautes avaient pour consigne de rester dans le champ de la caméra, qui est à peu près comme ça. Mais là, vous voyez qu'il y a une trace comme ça. Et ça, c'est encore dû à Armstrong. On est 2 heures après le début de la sortie. Vous le voyez là, sur la droite de l'écran, il est derrière le LEM. À Houston, on va leur dire « Ok, il vous reste 10 minutes avant de rentrer ». Et à ce moment-là, Armstrong passe derrière le LEM, tranquillement, discrètement, je dirais. Il ne dit rien à personne. Ça, c'est Houston qui leur dit « Il vous reste 10 minutes avant de partir ». Donc la séquence, je vais l'arrêter là, mais vous l'avez vu partir subrepticement, on dirait. Il est allé faire sa petite excursion, je peux revenir sur l'image précédente, il est allé faire sa petite excursion jusqu'à ce cratère, parce que Armstrong devait ramasser les roches lunaires, mais il a considéré que ce serait intéressant d'avoir une vision de l'intérieur du cratère pour les géologues, parce qu'un cratère d'impact météoritique, c'est un trou qui a été fait naturellement dans le sol et qui peut exposer. C'est comme un forage, en fait. Ça expose les couches qui sont en dessous, et donc ça peut renseigner sur la nature du sol. Donc Armstrong a fait cette petite escapade de 60 mètres
pas plus. Sans le dire à personne, il n'était pas censé y aller. Il a fait 2 photos, il n'a pas eu le temps de ramasser des échantillons. Voilà, les 2 photos, c'est ça, c'est l'intérieur du cratère, et puis une vue générale du site où ils se sont posés. Ça a duré 3 minutes, 3 minutes un peu plus, et quelques secondes. C'est la première véritable exploration de la Lune, parce que jusque-là, les astronautes n'ont fait que piétiner et essayer d'apprendre à marcher. Alors, évidemment, on prend en confiance, et en novembre 1969, un deuxième équipage est envoyé sur la Lune. Je vais essayer de passer vite pour qu'on ait un peu de temps pour avoir le temps de regarder des vidéos d'Apollo 16 et au-delà. Donc, Pete Conrad, qu'on voit ici, en train de descendre. La photo a été prise par son équipier Alan Bean, comme ça, en aveugle, clic, clic, clic. Et elle est très réussie, il est en train de descendre de l'échelle. En novembre 69, ces 2 hommes, Conrad et Bean, se posent dans l'océan des tempêtes. Là, on les voit en train d'ouvrir le coffre arrière de la voiture. C'est le coffre arrière du LEM où se trouvent tous les instruments scientifiques, la station scientifique qu'ils doivent déployer, qui est beaucoup plus complexe que celle d'Apollo 11. Et pour déployer cette station scientifique, là, cette fois, il faut aller beaucoup plus loin que les 60 mètres d'Armstrong. Il faut au moins parcourir 100 mètres. Donc, c'est ce qu'on voit là. Alan Bean est en train de transporter tout ça. Et il y a eu un petit couac dans cette mission. Tout s'est très bien passé, sauf que Alan Bean a pointé malheureusement la caméra de télévision vers le soleil, ce qui a grillé le détecteur. Donc, fin de la retransmission télévisée. Je vous donne cette anecdote qui est peut-être connue de vous, mais elle a eu une conséquence, disons, d'accélération néfaste sur l'intérêt du public vis-à-vis des programmes Apollo. C'est qu'aux États-Unis, les chaînes de télévision n'ayant plus de direct à fournir, ont tout simplement arrêté d'en parler. Et donc, l'exploit, c'était Apollo 11, et dès Apollo 12, en gros, plus personne ne regardait. Bon, là, notamment parce que ça a été accéléré parce que la caméra de télévision a été cassée. Ça n'allait pas revenir à des taux d'audience, comme on dirait, identiques à ceux d'Apollo 11 ensuite. Bon, Apollo 12, il s'éloigne. Donc il découvre des choses, vous voyez, cette espèce à gauche, cette espèce de petit mont Fuji. Ils appellent ça des mini-volcans d'ailleurs, ce ne sont pas du tout des mini-volcans, on saura plus tard, ils ont pris des échantillons, que ce sont des roches qui ont été éjectées par des cratères d'impact et qui ont été érodées ensuite par la pluie de micrométéorites qui est en permanence sur la Lune. Alors quand je dis en permanence, attention, c'est à des échelles de temps géologiques. Donc ça, c'est un morceau qui a peut-être plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions d'années et qui a été érodé par cette pluie. Donc n'allez pas croire qu'il y a une pluie constante de micrométéorites. C'est le cas, mais les astronautes, par exemple, n'ont jamais été touchés par une micrométéorite. Donc c'est quand même un taux assez faible à échelle humaine. Et puis l'objectif de la mission Apollo 12, c'était de se poser près d'un cratère, parce qu'il fallait se poser précisément. Apollo 11, on ne savait pas où ils étaient. Ils se sont posés à plus de 4 km du point visé. Pendant longtemps, on ne savait pas où ils étaient. Donc l'idée, c'était que si on voulait explorer des endroits intéressants géologiquement, il fallait pouvoir se poser précisément. Sinon, on n'allait jamais avoir la maîtrise de ce qu'on faisait. Et donc ce cratère que vous voyez, qui est sombre là, qui est à moitié en l'ombre, ici, il y a quelque chose qui apparaît. C'est une sonde qui s'était posée 2 ans plus tôt, qui s'appelle Surveyor 3. Et Pete Conrad disait qu'il aurait pu, s'il avait voulu, se poser sur la sonde, ce qui n'était pas le but, évidemment. Ce n'était pas le but de faire un premier accident sur la Lune. Mais objectif réussi pour l'atterrissage de précision. Alors, Armstrong et Aldrin sont restés 21 heures en tout sur la Lune, 2 heures dehors, mais en tout 21 heures avec le LEM posé sur la Lune. Et, comment il s'appelle, Conrad et Bean vont être les premiers à dormir dans le module lunaire. Alors là, c'est une vue en coupe, j'en ai pas d'autres. J'en ai pas trouvé d'autres. Cette histoire de bivouac sur la Lune est assez mal documentée. C'est le seul document que j'ai trouvé qui montre comment les astronautes installer des hamacs à l'intérieur du LEM. Et eux n'avaient pas le droit de retirer leur combinaison parce que la NASA craignait que la poussière endommage les joints. Donc on était encore quand même dans de la prudence. Mais vous voyez qu'il y en a un, en fait, qui se trouve avec la tête vers l'arrière et les pieds vers l'avant, et plutôt dans la partie haute, pendant que l'autre, bon là on voit que son dos est
croisés comme ça et plus bas. Et donc, dans un environnement aussi étroit, je me demande bien comment ils ont réussi avec leur combinaison pour installer tout ça. Alors j'ai posé la question à Charlie Duke, j'ai eu l'occasion de le côtoyer. J'avais demandé à Alan Bean, il ne s'en souvenait pas. Donc Charlie Duke me dit non, mais ce n'était pas un problème. Eux avaient le droit d'enlever la combinaison. Et ils disaient, une fois qu'on a enlevé la combinaison, à l'intérieur du LEM, on a de la place, on peut bouger, et en plus en gravité lunaire, c'est plus facile. Et je lui ai demandé, mais est-ce qu'il y avait un ordre? Est-ce qu'il fallait d'abord commencer par celui du bas ou celui du haut? C'était plus pratique. Il m'a dit, on s'en fichait, on pouvait travailler tous les deux en même temps, donc on installait nos lits en même temps. Donc voilà pour l'anecdote la plus récente que j'ai pu avoir. Les deux astronautes, après avoir installé la station scientifique au cours d'une première sortie de 4 heures, vous voyez, on est déjà 2 fois plus que Aldrin et Armstrong, refont une deuxième sortie de 4 heures. Bon, je passe les détails, mais là, ils ont trouvé un sol clair qu'on attribue à des éjectats, c'est-à-dire à des roches qui ont été éjectées par un certain cratère que les astronomes amateurs connaissent certainement, qui s'appelle le cratère Copernic, qui fait 85 km de diamètre, et qui est situé à quelques centaines de kilomètres de là. Et en collectant ces roches-là, on les a analysées sur Terre, et c'est ainsi qu'on a daté Copernic. Bon, vous voyez qu'il peut y avoir un biais éventuellement. Il faudrait être sûr que ça vienne de Copernic. Mais ça fait 810 millions d'années pour ce cratère. Et puis on s'éloigne considérablement du LEM. Là, vous voyez le LEM qui disparaît à l'horizon, qui est à moitié enfoui derrière l'horizon. On va explorer les cratères. L'exploration n'est pas facile parce que, vous voyez sur cette image, c'est ce que voient les astronautes quand ils ont le Soleil exactement dans le dos. Charlie Duke le racontait lors de leur atterrissage aussi. Ils avaient le Soleil dans le dos et ça gomme tous les reliefs. Et là, pour identifier tel ou tel cratère, Alan Bean m'avait raconté, il n'y a pas de panneau avec les noms des cratères dessus. Et eux, ils avaient des cartes qui étaient des photographies prises depuis l'orbite, qui étaient assez contrastées, difficiles à interpréter, qui n'étaient pas avec le même éclairage. Et donc, il fallait un bon sens de l'orientation. Heureusement, Pete Conrad était extraordinaire parce qu'ils ne se sont pas perdus. Ils avaient des doutes, mais ils sont exactement allés là où les géologues voulaient qu'ils aillent. Donc la mission est un succès. Vous voyez qu'on s'éloigne considérablement du module lunaire. On fait le tour du cratère de Surveyor. Et ça, c'est le lendemain. Le Soleil a gagné en hauteur, donc le cratère n'est plus dans l'ombre. Et voilà la photo souvenir avec le module Surveyor. Alors là, c'est anecdotique, mais je le raconte quand même assez rapidement. Surveyor, en 1967, avait pris la photo de gauche. Vous voyez, c'est une mosaïque de photos. Et par exemple, on y voit 2 cailloux, ceux qui sont pointés au bout de la flèche rouge et au bout de la flèche verte. Eh bien, les astronautes, sur l'autre photo, voient ces 2 mêmes cailloux. Et mieux encore, reprenons la photo initiale avec nos 2 cailloux. Ils se promènent dans le paysage. C'est la première fois que les astronautes se promènent dans un paysage qui a été vu par une sonde spatiale automatique posée avant eux, forcément, et surtout qui peuvent aller collecter les cailloux que les scientifiques voyaient et qui étaient inaccessibles pour eux. C'est la première fois et c'est la seule fois. Petit retour en arrière, voilà le trajet des astronautes fait par ceux d'Apollo 12. C'est une vue orbitale, et vous voyez, le LEM est là, vous voyez leur trace de pas, qu'on voit très bien, c'est une vraie photo prise par la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter. Ici, c'est le Surveyor 3, et ils sont allés jusque-là. Comparé à la même échelle avec le trajet fait par les astronautes d'Apollo 11. On a compris, on gagne en confiance, et quand on gagne en confiance, arrive le temps des erreurs. C'est comme, je sais pas, quand vous apprenez à faire du patin à glace, par exemple. Au début, c'est difficile, on est prudent, on fait attention. Quand on se sent en confiance, on y va, c'est là qu'on tombe. C'est un peu ça. Et ce n'est pas que les astronautes qui ont fait des erreurs. Peut-être en ont-ils fait, mais c'est aussi les scientifiques. Parce qu'avec Apollo 14, qui s'est posé dans un terrain beaucoup plus vallonné, on prend en confiance aussi en matière d'atterrissage, en matière de navigation, eh bien, on a des objectifs scientifiques beaucoup plus ambitieux. Et donc, on demande beaucoup plus aux astronautes, mais on ne connaît pas encore toutes les difficultés de ce nouveau monde qu'est la Lune.
Donc là, c'est toujours le même schéma sur les missions Apollo. Première sortie, on installe la station scientifique, vous voyez des images de ça. Et quand je vous parlais d'objectifs scientifiques ambitieux, le LEM s'est posé là, toujours les mêmes photos de LRO. Hein. Le LEM s'est posé là, la station scientifique est là, et il va falloir atteindre ce cratère. Et ce cratère, qui mesure à peu près 300 mètres de diamètre, se trouve environ à 1,5 km du module lunaire. Ça a l'air facile comme ça a l'air relativement plat. C'est une vue orbitale, c'est ce qu'avaient les astronautes à l'époque. Elles n'étaient pas aussi bien que celle-là, mais on n'a pas une grande idée du relief. Déjà, vu depuis la Lune, voilà ce que ça donne. Ça, vous voyez qu'il y a le Soleil qui est éblouissant, mais le cratère qui va être visé est quelque part par là. Et là, vous voyez déjà que, en fait, c'est une colline, c'est pas plat. Et l'image que vous voyez à droite, et qui est quand même pas très jolie, c'est l'image de la caméra de télévision qui cette fois fonctionnait, qui est posée sur un trépied parce que forcément il n'y a pas de Wi-Fi, c'était avec un fil qui était relié au module lunaire. Et pendant que les astronautes s'en vont, ça c'est un astronaute, là il y en a un autre, ils s'en vont en expédition à 1,5 km, on va avoir juste cette image avec les lentilles de lumière solaire qui arrivent. Et on ne va pas pouvoir suivre leurs évolutions en direct. C'est-à-dire on n'aura plus que de la radio. Et les astronautes, pas que je m'en mêle dans les télécommandes, les astronautes vont commencer très rapidement à comprendre que le terrain, il a l'air assez soft, il a l'air assez gentil comme ça. La colline, finalement, peut-être qu'elle n'est pas si dure. Mais en fait, dès qu'ils sont à une centaine de mètres du LEM, on ne voit plus que l'étage inférieur. Le LEM, il fait quand même 7 mètres de haut. Donc déjà, il y en a à peu près la moitié qui est engloutie par une crête locale. Et on a du mal à reconnaître les cratères ou les marques que les géologues veulent explorer. Là, on voit Edgar Mitchell, qui est le coéquipier d'Alan Shepard, en train de lire la carte et d'essayer à tout moment de savoir où il se trouve. Et forcément, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de maison sur la Lune. Et donc, tout se ressemble. Un gros cratère ressemble à un petit. Et en plus, il n'y a pas d'atmosphère pour... vous savez, avec l'atmosphère, il y a un effet de brume. Si une montagne est lointaine, même si le temps est très clair, elle va être quand même un peu prise dans une sorte de brume qui vous dit que cette montagne est assez loin. Sur la Lune, elle a l'air tout près. Et donc, les astronautes se trompent en permanence et ils croient toujours qu'ils ont fait le chemin voulu, mais en fait, ils sont à la moitié de ce chemin. Et puis, c'est dur. Il faut trimballer ce chariot avec des expériences scientifiques. Ils sont à pied. Contrairement à Charlie Duke hier qui avait une voiture, ils sont à pied avec des scaphandres plus rigides que ceux de Duke. Et ils montent comme ça, et on voit, ils sont avec le soleil en face qui ne permet pas de reconnaître les couleurs. C'est très difficile. Leur pulsation cardiaque monte. C'est un effort considérable. Ils perdent du temps. Mais au bout d'une longue ascension, ils arrivent quand même au sommet d'une montagne comme ça. Et ils cherchent ce fameux cratère dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ils le cherchent, ils voient qu'il y a des roches brisées un peu partout, qui est signe que le cratère n'est pas loin. Ils ne sont pas d'accord sur la route à suivre. Ça discute. Mais à Houston, on n'est pas capable de les renseigner. Personne ne leur dit arrêtez les expériences en cours au voyage aller pour gagner du temps, pour être sur place. On les laisse un peu patauger. On n'a pas l'expérience encore de l'exploration planétaire, mais elle est en train de se forger avec ces erreurs-là. Et donc, les astronautes voient une roche blanche qu'on voit sur ce cliché, qu'ils vont voir de près. Et ils ne trouveront jamais le cratère. Edgar Mitchell sera frustré, il demande des rallonges. Ils ont des rallonges de temps, ils ont une demi-heure de plus, parce que tout va bien, ils ont assez d'oxygène pour revenir, etc. Et ils cherchent, ils n'y arrivent pas. Et pour la petite histoire, quand ils prennent l'échantillon ici avant de redescendre, ils sont à 1,5 km de leur module lunaire, eh bien, le cratère qu'ils cherchaient était là à 17 mètres. Et ils ne le voyaient pas. Et là encore, c'est dû... Alors, vous voyez cette photo à droite, c'est une photo de LRO du cratère, et voilà où se trouve la roche blanche. Ils étaient là, et ils ne le voient pas parce qu'ils ne savaient pas, leur carte ne leur disait pas que le cratère était en dévers de l'autre côté. Donc ils étaient tout à côté, mais ils ne le voyaient pas. Donc là, on apprend vraiment que la Lune, c'est une autre planète, et c'est un environnement piégeux.
Alors, on leur reprochera d'avoir été les mauvais élèves. Ici, ce sont les bons élèves. Vous en avez vu un hier, Charlie Duke, il est là. Et ça, c'est John Young, sur le terrain, sur Terre, avec un géologue en train d'apprendre à faire de la géologie. Ici, c'est Jim Lovell et Fred Haise d'Apollo 13 qui devaient se poser à l'endroit même où Apollo 14 s'est posé. Et puis, je vous montre les mauvais élèves au fond de la classe. Alan Shepard, ici, dans une mine, en train d'essayer de reconnaître des roches. Et Edgar Mitchell, les mains dans les poches. C'est une attitude... c'est un peu injuste de faire ça comme ça, mais on a le sentiment qu'ils sont un peu désinvoltes. Et en fait, c'était le cas dans les cours de géologie qu'ils avaient. Ils étaient vraiment à faire des blagues, à pas vraiment écouter. Alors en réalité, Shepard, il était capable d'écouter d'une oreille. Et une fois sur la Lune, ils ont fait de leur mieux. Et donc Apollo 14, pour moi, c'est une mission clé dans l'exploration des planètes. Pour l'instant, il n'y a que la Lune, les autres corps célestes. C'est celle où on a appris par l'erreur, où les scientifiques n'ont pas su guider les astronautes, n'ont pas su leur dire abandonnez telle tâche parce que là vous perdez du temps, et où les astronautes peut-être n'étaient pas assez impliqués. Donc, une grande acquisition de connaissances sur l'exploration planétaire. Et dans la salle de contrôle d'Apollo 14, il y a un autre astronaute qui s'appelle David Scott, qu'on voit ici à l'entraînement. C'est celui qui est à droite sur ce qui va devenir le rover lunaire lors d'un entraînement. Et David Scott dit, en voyant tout ce qui se passe, en voyant les équipes scientifiques hésiter à conseiller les astronautes d'Apollo 14, il dit ça ne va pas arriver dans ma mission. Lui, c'est le commandant d'Apollo 15. Il s'est complètement impliqué dans la géologie. On lui demande s'il veut choisir entre deux sites d'atterrissage. Il choisit le plus spectaculaire, vous voyez celui-ci. Il va se poser là, au milieu des montagnes. Ces montagnes que vous voyez autour, elles mesurent 4500 mètres, entre 3500 et 4500 mètres de haut. Il va falloir les survoler presque à l'horizontale et plonger immédiatement derrière pour se poser près de ce qui ressemble à un fleuve, mais qui en fait est une ancienne coulée de lave sur la mer des pluies. Et donc c'est un site extraordinaire parce qu'on va pouvoir faire de la montagne, puis de la plaine et de la volcanologie éventuellement. Voilà ce que ça donne en termes de photos. Un beau module lunaire posé devant une belle montagne, évidemment toujours avec le drapeau américain, et avec un nouvel outil, le rover, dont Charlie Duke a beaucoup parlé hier. C'est vrai que c'était une machine formidable qui leur permettait de gravir des pentes incroyables, qui n'a jamais faibli. David Scott, qui aime beaucoup la géologie, décide d'ouvrir le sommet du LEM, ce qui n'était pas normalement autorisé. La NASA a fini par céder à sa pression pour prendre des photos comme celles qui sont à côté, à droite, pour avoir le contexte dans lequel il va évoluer. Il fait une petite sortie comme ça de demi-heure avant de passer une première nuit sur la Lune, puisque là, cette fois, au lieu de passer 2 nuits, comme Apollo 12 et 14, on va y passer 3 nuits. Et puis ensuite, on se lance à l'aventure avec ce formidable rover qui permet d'aller à des kilomètres, notamment au bord du fameux fleuve de lave dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà les vues spectaculaires. La deuxième vue à droite, c'est un zoom de ce qu'on voit au fond. Et les roches que vous voyez, ça a l'air petit comme ça, mais vous voyez que même ici sur Terre, on n'a pas la notion de la grosseur. Les roches mesurent la taille de maisons. C'est comme si vous voyez les maisons d'un lotissement à distance. Au cours de leur deuxième sortie, les astronautes grimpent sur le mont Hadley Delta qui mesure 3500 mètres de haut et ils ont une vue extraordinaire sur la plaine. Et au téléobjectif de 500 mm, ils prennent, pour moi, ce que je trouve une des plus belles photos des missions Apollo, même si elle est en noir et blanc, c'est leur module lunaire qui est le seul élément humain. Et Charlie Duke me le disait lorsque j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, c'était la seule tache de couleur dans ces tons de gris que représente le paysage lunaire. Et encore une fois, pas d'effet de brume, donc il avait l'air d'être là, ce module lunaire, mais vous voyez qu'il y a un puissant effet téléobjectif sur cette image, et en réalité, là, il se trouve à 5 km. Donc, les astronautes sont partis en voiture, comme ça, avec leur scaphandre, à 5 km, sur les pentes du mont Hadley Delta. Alors, je vais passer cette vidéo qui est pas, où on peut en montrer un peu. La caméra de 16 mm d'Apollo 15 ne marchait pas très bien, donc ça saute beaucoup. Là, on est sur la pente du mont
Hadley Delta, et les astronautes vont aller voir le seul caillou qu'ils ont vu sur cette montagne. Ce sont des géologues, ils voient un caillou, ils ont envie d'y aller. Et ils vont faire un chemin sur le bord, sur la pente qui est inclinée de 22 degrés, comme ça, au point que quand ils vont s'arrêter, Jim Irwin va pouvoir descendre de son côté, du côté bas, mais il ne pourra pas remonter en fait. Et David Scott aura lui du mal à descendre, et il aura même du mal à orienter l'antenne de connexion vers la Terre pour avoir le direct, parce que cette fois, le rover est équipé de la caméra de télévision qui est alimentée par les batteries du rover et peut être même commandé depuis la Terre pour que, depuis la Terre, les géologues puissent faire des travelling, des zooms et voir un petit peu tout le paysage. Bon, à la fin, on voit comment c'est incliné. Et il y a cette... je vous passe les détails, mais en gros, David Scott va faire une première avec sa voiture. Dans cette position scabreuse, il va faire une marche arrière. Comme disait Duke hier, il n'y avait pas de rétroviseur, donc il ne voyait rien. C'était un aveugle sur une pente comme ça. À la NASA, on n'était pas très rassurés parce qu'on n'avait pas l'image. Il n'avait pas réussi à aligner l'antenne, donc il n'y avait pas d'image. Et il va se garer en dessous de la roche, ce qui était mieux. Et là, en fait, le rover commence à glisser de travers vers le sens de la pente. Et il demande à son coéquipier Jim Irwin d'aller tenir le rover pour l'empêcher de glisser. Et donc il dit tout ça très, très tranquillement, très posément dans la voie. Mais à Houston, on ne voit rien et on entend ça. Et donc ça inquiète un peu quand même. On leur dit quand même, soyez prudents, qu'est-ce que vous faites? Et là, en fait, Scott prend cette photo pour documenter le rocher qui est au premier plan. Mais à l'arrière-plan, c'est pas focalisé, mais on voit quand même très bien. On voit Irwin qui est en train de tenir le rover, et le rover, on voit bien qu'il a une roue qui ne touche pas par terre. Donc voilà, d'autant que Irwin lui dit oui, je vais le tenir, t'as peur de perdre le rover. Et donc ils sont quand même à peu près 5 km de la maison, et donc à Houston, on se fait quand même un peu de soucis. Mais eux, ils ont l'air de maîtriser, tout va bien. Mais regardez a posteriori, ils étaient là, on voit à côté du rocher. Pour repartir, Irwin ne pouvait pas remonter, donc Scott lui a dit je vais descendre un peu, tu vas me rejoindre dans un endroit où ce sera un peu plus plat, quelque part par là. Et on voit les traces de roues qui descendent de la montagne. Bon, cette roche, c'est la roche de la Genèse. C'est un bout d'anorthosite qui est censé être la couche cristalline primaire de la Lune. C'était ce que venaient chercher Scott et Irwin. Dernière sortie, ils font une sortie près de la rivière, l'ex-rivière de lave, avec toujours cette montagne formidable. Donc cette mission est sous le signe de l'exploration, c'est ce que voulait David Scott. Vous pouvez lancer la première vidéo. Et il va l'illustrer avant de repartir. Vous savez, avant de repartir, lors des derniers moments sur la Lune, les astronautes avaient parfois une minute ou deux, où ils pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient. Et là, il choisit de prendre son marteau de géologue et de prendre dans une main, c'est sa main droite, donc qui est à gauche, et dans l'autre main, une plume de faucon, puisque leur module lunaire a été baptisé Faucon. Donc il a pris une plume de faucon. Et il dit, en gros, voilà, en 1600 et quelques, Galilée a théorisé le fait que la gravité s'exerce de la même manière sur tous les corps, et que si une plume arrive plus tard qu'un objet plus lourd au sol, c'est parce qu'elle est freinée par l'atmosphère. Sur la Lune, ça tombe très bien, il n'y a pas d'atmosphère. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, on va voir. Hop, on lâche les deux et on voit bien que la plume touche le sol en même temps que le marteau de géologue. Donc, Scott voulait diffuser les sciences, voulait explorer. C'était un explorateur. On peut lancer la deuxième vidéo qui a alimenté d'ailleurs la critique de la mission Apollo 14. Puisque Alan Shepard, lui, dans les minutes qui lui restaient, a décidé, comme vous le voyez écrit en anglais, de taper une balle de golf sur la Lune. Il était propriétaire de nombreux golfs,
et il avait apporté le bout d'un fer 6, je crois, qu'il avait mis au bout d'un instrument de géologie. Et voilà, il raconte fièrement qu'il a dans la main une petite balle que des millions d'Américains connaissent, et il va taper cette balle. Alors vous allez voir, il fait un premier essai qui ne marche pas très bien, puis il y arrive finalement, il est tout fier à la fin, parce qu'il dit des miles and miles and miles, il dit comme si sa balle était partie à des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres. En réalité, elle n'est pas si loin que ça, on l'a retrouvée sur une photo postérieure. Mais ces deux vidéos mises côte à côte montrent aussi l'intention différente des deux commandants de la mission. Et voilà. Ouais, bon, celle-là, elle n'était pas terrible. Et on arrive à Apollo 16, dont vous avez entendu parler hier, pour ceux qui y étaient. Donc voilà la fameuse photo où John Young salue le drapeau américain à 40 cm du sol lunaire. On est en avril 1972. Apollo 15, c'était en juillet-août 1971. Et là, l'idée, c'est que les scientifiques avaient pensé qu'ils se trouveraient dans une région très intéressante, parce que c'était là que se trouvaient les premiers volcans de la Lune. Et ils pensaient même qu'ils étaient à la limite entre deux provinces de volcanisme différents. Donc les astronautes avaient été formés dans l'idée qu'ils allaient trouver des roches volcaniques et qu'ils allaient devoir les comparer, etc. Donc on se pose là où il y a la flèche. Évidemment, vous avez peut-être vu cette vidéo, c'est quand ils se posent. Mais dès les premiers pas sur la Lune, les astronautes d'Apollo 16, John Young et Charlie Duke, regardent les roches autour et ils se disent ça ne ressemble pas du tout à des roches volcaniques. On ne voit que ce qu'on appelle des brèches, c'est-à-dire un amalgame de roches fondues. Et cette fusion, elle vient de quoi? Elle vient de la chaleur, des impacts météoritiques qui mêlent tout ça, qui mêlent le matériau météoritique et le matériau lunaire. Donc ça commence plutôt mal, et les astronautes sont un peu désemparés. Voilà, il y a une idée préconçue sur le site, et ils n'arrivent pas à coller à cette idée. On va regarder le petit salut de Charlie Duke. Bon, c'est plus sobre. Bien que Charlie Duke était plus enthousiaste quand il criait au moment de l'atterrissage, ou au moment de monter sur la plus haute montagne, il a été plus sobre lors du... Mais vous allez voir que l'histoire de saut ne s'arrête pas là, pour ceux qui n'étaient pas là hier. Donc là, grâce au rover, on s'éloigne pas mal. Alors je vous ai fait sur cette diapo un montage, c'est le cratère à Plume dont Charlie Duke nous a parlé hier, qui était assez profond. Vous voyez cette photo qui est assez connue des missions Apollo, qui a été prise donc par John Young. C'est Charlie Duke avec au fond le rover lunaire. Et en fait, l'image que vous voyez là, c'est au moment précis où elle est prise, et elle est prise grâce à la caméra qui retransmet en direct. Donc vous avez les deux angles opposés en même temps sur cette image. Et puis on demande évidemment à Charlie Duke, puisqu'on a la caméra et qu'on explore depuis la Terre, il y avait un opérateur qui s'appelait Ed Fendel, qui était préposé à la caméra, et il écoutait ce que lui disait l'arrière-salle de Houston, où se trouvaient les scientifiques, et quand on voyait quelque chose d'intéressant, il pointait là-dessus. Et donc on lui dit, venez ramasser cette roche. Et donc ça, bon, je sais, ceux qui étaient là hier l'ont vu. Mais on ne s'en lasse pas, parce qu'on s'aperçoit que par rapport aux premières missions comme Apollo 11 ou Apollo 12, les scaphandres sont plus souples, et puis les astronautes ont beaucoup plus confiance, même si pour eux c'est la première fois qu'ils sont sur la Lune, ils ont l'expérience de leurs collègues. Et là on lui dit ramasse cette roche, elle a l'air intéressante, toujours parce qu'à Houston on considère qu'il y a une chance pour que ce soit une roche volcanique en fait. En réalité ce sera une brèche comme les autres. Duke voilà, leur dit, mais vous êtes sûr que vous voulez... Oui, on veut bien celle-là, mais elle est très grosse, elle est de la taille d'un ballon de rugby ou de football, et il doit se baisser comme ça pour la ramasser, au risque de tomber à l'intérieur du cratère. Et il avait quand même peur de tomber parce que c'était très, très raide, et il n'était pas sûr de pouvoir remonter. Cette roche pèse à peu près 12 kg, c'est la plus grosse roche jamais ramassée au cours des missions Apollo.
Et puis, on fait une séquence, je vous disais tout à l'heure que le rover était un instrument fantastique, mais sur Apollo 15, la caméra à 16 mm marchait mal et on n'a pas pu faire cette séquence-là pour les ingénieurs. Et c'est la seule séquence sur laquelle on voit le rover lunaire rouler sur la Lune. C'est Charlie Duke qui est à la commande de la caméra et John Young qui pilote. Et Charlie Duke voit que ça marche bien et il insiste, il dit à son commandant vas-y, mets les gaz à fond. John Young est à peu près à 10 km à l'heure, ce qui était estimé une bonne vitesse pour être tranquille, mais on voit que même à 10 km à l'heure, il fait des dérapages. Alors ça enthousiasme beaucoup Charlie Duke, qui dit vas-y plus vite, essaie de battre un record. Mais John Young était précautionneux et jouait pas avec la sécurité. Là, on voit des images embarquées. Je vous ai mis ces séquences bout à bout. C'est pas au même moment, évidemment. C'est pas lors des mêmes sorties. Mais parce qu'il y a des amateurs qui ont recadré de manière à ce que ça ne saute pas. Et vous voyez que cette séquence est agréable à voir. On dirait qu'elle a été tournée hier. Et ça, c'est pendant l'ascension d'une montagne qu'on appelle Stone Mountain, où ils ont eu un panorama incroyable. Voilà, ces images sont d'une grande beauté. C'est encore une fois, on n'avait pas ces images en direct. Pendant que le rover roulait, il n'y avait pas de direct, puisque l'antenne ne pointait pas à la Terre, ne pouvait pas transmettre. Et par contre, c'était des images prises avec la caméra 16 mm qu'on allait développer ensuite sur Terre. Au sommet de Stone Mountain, à environ 4 km du module lunaire, qu'on voit là, vous ne le voyez peut-être pas parce qu'il est quand même loin, mais je vous assure qu'il y est. Les astronautes ont une vue totalement dégagée sur cette plaine et Charlie Duke exulte et il voit au loin ce qui va être l'objectif de leur dernière sortie, ce rocher qui est visible à distance sur la photo de gauche et assez près puisqu'ils vont aller le voir sur la photo de droite. Là, sur la photo du bas, c'est un rocher qu'on appelle Shadow Rock, le rocher ombre, parce qu'il faisait une grande ombre. Charlie Duke s'est agenouillé là-dessous, est allé creuser à la pelle dessous pour avoir du matériau qui n'avait pas été exposé au soleil. Et il faisait des blagues, puisqu'il est texan, et il disait au Texas, si vous faites ça, vous réveillez un serpent à sonnette. Mais il va y arriver une autre blague, c'est qu'en essayant d'extraire un morceau du rocher, il va rester coincé et il va devoir appeler John Young à la rescousse. Donc c'était toujours quand même un peu risqué. Voilà. Et puis, je vais finir sans doute avec Apollo 16 sur ces images-là, parce que vous voyez, c'était une année olympique et Charlie Duke n'a pas résisté à l'envie de faire du javelot. Bon, sa performance, c'est de l'ordre de 20 mètres, c'est pas terrible. Sur la Lune, il aurait pu faire mieux. Et puis, l'autre séquence, c'est ce que vous avez peut-être vu hier pour ceux qui étaient là. Ça, c'est John Young qu'on voit, qui essaie de faire des sauts. Bon, du saut en hauteur, donc. Au début, il se tient au rover, puis, voilà, il s'aperçoit que ça marche bien. Et on voit qu'il est un peu attiré vers l'arrière, mais John Young fait attention. Et Charlie Duke, toujours très enthousiaste, va essayer de battre le record établi par son commandant à environ 75 cm, et sans échauffement, on va dire. Voilà sa performance. Alors c'est rigolo. C'est rigolo, d'abord, on peut être content parce qu'il a battu le record. On a calculé avec le temps qu'il met pour retomber, 81 cm. Donc c'est le record de saut en hauteur sur la Lune, si ça vous tente. Après, ce qui est moins drôle, c'est qu'il aurait pu se tuer. Il a raconté que son cœur s'est littéralement arrêté et qu'il pensait s'être tué à ce moment-là. Voilà pour la mission Apollo 16. Je n'ai plus le temps de vous parler d'Apollo 17, mais je vais juste vous dire une petite anecdote sur cette photo. Vous avez entendu parler de la détection d'ondes gravitationnelles. Apollo 17 avait une expérience sur la photo de droite, cette espèce de losange bizarre, c'est une espèce de balance très précise qui était censée fonctionner en même temps que la même sur Terre pour essayer de détecter en décembre 1972, les ondes gravitationnelles. Malheureusement, le détecteur ne fonctionnait pas. Mais même s'il fonctionnait, je me suis fait confirmer la chose par les spécialistes des ondes gravitationnelles, il n'aurait pas eu la sensibilité, malgré la base énorme entre la Lune et la Terre, pour détecter les ondes gravitationnelles. En fait, c'était un bel essai quand même.
Et puis on va conclure, bon, je vous passe toutes les images d'Apollo 17, on n'a pas le temps, tiens, allez, si, celle-là, c'est bien, un gros gadin d'Harrison Schmitt sur la Lune. C'est le travers parce que ça vous donne la pente. Vous voyez que par rapport à Armstrong et Aldrin, on leur dit, vous éloignez pas, hein, allez-y doucement. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas que Duke qui est tombé sur la Lune, c'est même pas le premier, hein. Et ça n'a pas été le dernier. Mais vous voyez le degré de confiance qu'ont gagné les astronautes en leur matériel. Ils n'avaient pas peur de tomber. Et puis, Apollo 17, ben, c'est la fin du programme, avec ce dernier décollage filmé depuis la Lune. Et à ce moment-là, au moment où les astronautes vont en orbite, Harrison Schmitt comprend, avec les décisions qui sont prises au Congrès américain, qu'on n'est pas prêt de retourner aussitôt sur la Lune. Il ignorait sans doute que ben, lui, il est toujours vivant, qu'il ne reverrait pas encore, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, des humains marcher sur la Lune. Peut-être dans quelques années, puisque vous savez qu'il y a un programme Artemis aux États-Unis, dont le premier lancement à vide, sans astronautes, est prévu actuellement pour mi-février prochain. Ça peut encore glisser. Ça a déjà glissé de plusieurs années. Et on espère que ces gentlemen moonwalkers dont on a vu l'un d'eux hier auront la chance de revoir des astronautes aller à nouveau explorer la Lune et vivre de nouvelles aventures comme ils en ont vécu. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous en retrouverez beaucoup plus dans le livre « Ils ont marché sur la Lune », que je me ferai un plaisir de vous dédicacer, si vous le voulez, au stand de l'AFA dans le hall principal. Et vous trouverez peut-être sur ce stand ce ciel-espace de l'été 2019 qui raconte plein d'anecdotes sur les hommes sur la Lune. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe. Alors, on a le temps de prendre quelques questions dans le public, donc levez la main, je fais passer le micro. Bonjour. Est-ce qu'il y avait des problèmes de chaleur? J'ai entendu hier ça variait de 35 à 150 degrés au sol. Oui. Est-ce que la chaleur ne se transmettait pas dans le module lunaire? C'était une des craintes de la NASA, notamment dans la mission, je crois que c'était Apollo 15, où il s'était posé relativement dans une cuvette. Ils avaient peur que ça réfléchisse encore plus, que ça fasse converger le rayonnement solaire réfléchi vers le module lunaire. Ils étaient très attentifs à ça au début. C'est pour ça que le module lunaire est recouvert de ce qu'on pourrait appeler du papier aluminium ou un revêtement doré, type couverture de survie, parce qu'en effet, il se posait tôt le matin lunaire, au moment où le soleil était encore bas et où le sol ne renvoyait pas encore beaucoup de chaleur. Et il repartait pour les derniers, le soleil avait commencé à monter et la chaleur était différente. J'ai demandé à Charlie Duke, eux qui se sont posés le plus tardivement sur la Lune, puisqu'ils avaient 6 heures de retard par rapport au précédent, si à la fin ils sentaient cette différence par rapport aux données des missions précédentes. Il m'a dit que non, c'était pas assez sensible, mais effectivement, lors des dernières sorties en scaphandre, les astronautes ressentaient un peu plus de chaleur que lors des premières où le soleil était plus bas. Donc ils avaient un système de régulation pour avoir plus ou moins chaud ou froid à l'intérieur. Mais effectivement, la chaleur, c'était la crainte de la NASA. C'est pour ça qu'on demandait toujours aux astronautes de refermer les différents compartiments du LEM pour éviter que la chaleur qui s'engouffre dedans. Le fameux coffre arrière, il était refermé. Pour éviter éventuellement qu'il y ait des surchauffes vers des systèmes ou des réservoirs de carburant, par exemple. Oui, bonjour. J'aimerais savoir, sur les vidéos d'Apollo 11, quand on voit les astronautes qui se promènent, qui font des petits sauts, on a l'impression parfois que leur image est un petit peu transparente. Oui. Et comment ça se fait? C'était dû à la fréquence de la caméra qui avait été ralentie. Normalement, pour qu'une image soit perceptible normalement pour l'œil, c'est 25 images par seconde. Et là, ça avait été réduit.
Je ne me rappelle pas le taux, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était aux alentours de 12, pour justement réduire la quantité de données qui passaient par l'antenne de communication. Et en même temps, bon, la résolution, c'est encore autre chose, elle était aussi réduite, et le fait que ce soit noir et blanc, encore autre chose. Donc on était vraiment... C'est dû justement à la persistance comme ça, rétinienne qu'on a, quand la fréquence des images n'est pas suffisamment élevée. C'est pour ça que c'est fantomatique, on a l'impression des fois qu'il traverse. En plus, il y a un des pieds du module lunaire qui est très brillant, et je pense qu'il y a une réflexion sur les optiques, puisqu'on la voit se répliquer un peu plus loin sur l'image, et on a l'impression que les astronautes passent à travers. Ça fait quelque chose de bizarre. Et en fait, cette réflexion disparaît uniquement s'ils passent réellement devant le pied. Donc c'est juste dû au réglage de la caméra. Pour Apollo 11, on privilégiait les données techniques et scientifiques. Oui. Bonjour. Est-ce que les scaphandres ont beaucoup évolué entre Apollo 11 et Apollo 17 ? Il y a eu une évolution qui s'est faite entre Apollo 14 et Apollo 15. C'est-à-dire que les scaphandres de Apollo 11 jusqu'à Apollo 14, c'était les mêmes modèles, où ils étaient, comme je disais, assez durs, avec des articulations dures. Et il y a eu quelques évolutions avec des sortes de soufflets au niveau des coudes et des genoux, qui permettaient par exemple à Charlie Duke de faire les acrobaties qu'on lui a vu faire hier pour se relever quand il était tombé. Et donc vraiment les scaphandres ont évolué de Apollo 14 à Apollo 15. Mais d'Apollo 15 à Apollo 17, c'était les mêmes. Ainsi, l'autre évolution qu'il y avait, c'est que les systèmes de survie pouvaient apporter plus d'autonomie. Au début, c'était de l'ordre de 4 heures ou 5 heures, et à la fin, ça pouvait aller jusqu'à 8 heures. Quel était le temps de mise en œuvre du rover ? Alors oui, le rover était plié, comme c'était de l'origami. On voyait vraiment un paquet sur le flanc du module lunaire, et il y avait des câbles qu'il fallait tirer pour le déplier. Quand on le dépliait, les deux roues, je crois que c'était les deux roues arrière, sortaient par des systèmes de ressorts. Il fallait ensuite placer des goupilles pour s'assurer que ça ne se replie pas dans l'autre sens. Et ça prenait en une vingtaine de minutes, en fait, il était quasiment prêt. Il fallait ensuite déplier les sièges. Après, il n'était pas totalement prêt, mais il pouvait rouler. Il y avait on érigeait le système de navigation, et un astronaute pouvait déjà l'initialiser et commencer à rouler. Après, il ne manquait plus qu'à ajouter l'antenne de communication, mais ça, c'était juste pour la communication entre la caméra et la Terre. C'était même pas un système du rover. Et à préparer, encore une fois, le coffre arrière, toujours des histoires de coffre arrière sur Apollo, pour pouvoir mettre les échantillons. En une vingtaine de minutes, c'était prêt. Peut-être que les astronautes ont généralement pris un peu plus de temps que ça, parce qu'il y a eu des petits soucis, des goupilles qui étaient déplacées par les vibrations lors du lancement quelques jours plus tôt. Mais ils ont fait face à de menus problèmes, mais en une grosse demi-heure, c'était prêt. 20 minutes, en fait. C'était extraordinaire. Il pesait 200 kilos, ce rover. Sur la Lune, ça faisait 6 fois l'équivalent de 6 fois moins. Et c'est vrai qu'il y avait des poignées qui étaient prévues. Quand Charlie Duke raconte hier que pour faire demi-tour, il soulevait le rover, c'était prévu. Il y avait des poignées sur le rebord et ça leur permettrait de manœuvrer à la main. Oui, bonjour. Vous avez évoqué le fait que sur Apollo 15, le commandant de bord, il sort par la trappe d'amarrage pour faire prendre des photos après l'alunissage. C'était négocié c'était négocié pendant le vol, ou est-ce que c'était Non, c'était négocié avant. Et pourquoi ils ne l'ont pas fait sur 16 et 17 alors ? La NASA, avec la fin du programme Apollo, voulait à tout prix éviter tout incident dramatique. Et pour la NASA, ouvrir cette trappe qui était juste due au rendez-vous, qui était nécessaire au rendez-vous entre le module de commande et le module lunaire, l'ouvrir alors qu'on était sur la Lune, c'était prendre un risque supplémentaire. Par exemple, qu'elle ne se referme pas, qu'elle ne soit pas bien étanche, à cause d'un joint qu'on aurait endommagé en passant avec le scaphandre, ou de poussière qu'on aurait mis dessus. La poussière, c'était vraiment la bête noire des astronautes sur Apollo. Donc David Scott avait vraiment fait un forcing avant. Il avait sorti des tas d'arguments en disant que la couverture photographique de la région n'était pas suffisante pour savoir s'il y avait ou non des rochers assez gros qui lui permettrait ou non de voyager avec le rover. C'était un peu fallacieux, mais il voulait avoir cette vision de contexte, parce qu'on lui a appris qu'en géologie, on arrive, on se pose, on prend une vision d'ensemble, on essaie de comprendre le tableau, en quelque sorte, avant d'entrer dans le détail.
Donc il a réussi à les convaincre, mais par la suite, ils se sont aperçus que ce n'était pas forcément un gain de temps énorme, et le temps est énormément compté dans ces missions-là. Apollo 16, c'était hors de question, car ils avaient 6 heures de retard de toute façon. Au lieu de sortir directement, ils ont passé la nuit, et puis enfin, le programme a été totalement bouleversé. Et Apollo 17, on avait une bonne couverture, on avait un géologue à bord. On évite de faire des fantaisies lors de la dernière mission. Vraiment, la hantise de la NASA, c'était de perdre un équipage avant la fin de cette... On était aux limites avec Apollo 16, Apollo 17, on était aux limites du système. Le LEM avait été survitaminé pour rester plus longtemps, il était plus lourd pour porter le rover, la Saturne V aussi, mais on était aux limites de cette architecture-là. Et vraiment, on se rappelait quand même d'Apollo 13, où ça avait failli mal tourner. Et vraiment, du côté de la Maison-Blanche aussi, il y avait un gros forcing pour dire, bon, on arrête là, on a gagné. On a fait un exploit, mais ne tentons pas le diable. Voilà, donc cette sortie-là, c'est seul Scott qui a vu la Lune à 7 mètres de hauteur. Les autres n'ont pas eu cette chance. Merci beaucoup Philippe Hénarejos, merci pour cette conférence.